Nous commençons ici une série de vidéos sur le chapitre calcul algébrique. Alors qu'est-ce que c'est que le calcul algébrique? De façon générale, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les opérations algébriques, à savoir addition, multiplication, et puis par extension, soustraction et division. Mais quoique l'essentiel du chapitre va être consacré à calculer des sommes et des produits, et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est le sujet de la première vidéo, sommes et produits. On va tout de suite définir les symboles qui vont nous suivre pendant tout le chapitre, à savoir le symbole sigma qui va nous permettre de décrire des sommes et pi qui va nous permettre de décrire des produits. Allons-y. Voici le contexte. On considère un ensemble grand I, un ensemble qu'on va supposer fini d'une part et puis également non vide. Et puis surtout, on considère des AI, où I appartient à grand I, une famille de nombres. Alors quand je dis nombres, je veux dire des nombres réels, voire des nombres complexes, donc on va dire dans le cas général des nombres complexes. À partir de là, on va noter, allons-y, premièrement, la somme. Ça va donner sigma, sigma pour I appartenant à l'ensemble grand I des AI. Cette chose-là, elle signifie la somme des nombres de la famille AI. Alors, vous voyez ici, j'ai dit sigma de AI. Sigma, c'est une lettre grecque, en fait. Ça, c'est un sigma majuscule, mais en pratique, on dit surtout la somme des AI pour I appartenant à grand I. Prenons un petit exemple pour comprendre cette notation. Imaginons qu'on note C majuscule l'ensemble des élèves de votre classe, ok? Et maintenant, imaginons qu'on veuille écrire la somme des âges en années, de tous les élèves de votre classe. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner sigma pour I appartenant à cet ensemble grand C, de l'âge de I. Voilà, cette somme, si jamais on veut l'écrire, ça va donner quelque chose de ce type-là. Elle est égale à 18, ça c'est l'âge de Jonathan, plus 20, ça c'est l'âge de Jocelyne, etc., etc. Vous voyez, là, I prend tous les élèves de la classe, plus finalement le dernier élève de la classe, et on écrit son âge, 17, ça c'est l'âge, mettons, de Mireille. À noter que cette somme, on aurait aussi pu l'écrire de cette façon-là, la somme de petit e, appartenant à grand C, de l'âge de E. Ça aussi, ça vaut exactement la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est important, ce n'est pas du tout le nom de l'indice. Ce qui est important, c'est l'ensemble des valeurs qui sont prises par cet indice. En l'occurrence, ici, cet ensemble, c'est l'ensemble de tous les élèves de la classe. Bon, voilà pour la somme. Maintenant, passons au produit. Deuxième notation, on note pi. Vous voyez, ça, c'est un pi majuscule. Pi pour I appartenant à grand I des AI, le produit des nombres de la famille AI. Alors, maintenant qu'on a défini ces deux symboles, petite remarque, vous vous souvenez qu'on avait supposé que I était non vide, mais on va aussi décider de valeurs sur une somme vide et sur un produit vide. Par convention, on décide que la somme des AI pour I appartenant à l'ensemble vide, ça va toujours être 0. Pourquoi 0? Eh bien parce que sommer du vide, ça veut dire ne rien ajouter. Et ne rien ajouter, c'est complètement équivalent à ajouter 0. En fait, les mathématiciens disent que 0, c'est l'élément neutre pour l'addition. De façon similaire, on va décider que le produit des AI pour I appartenant à l'ensemble vide, ça vaudra toujours 1. Pourquoi 1? Pour la même raison, parce que multiplier par rien, c'est équivalent à multiplier par 1. On dit que 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Dans les définitions précédentes, on utilisait un ensemble I fini tout à fait quelconque, mais en fait, dans 99% des cas, cet ensemble I, ça va être un type d'ensemble très particulier, à savoir un intervalle d'entiers du type Mn, où M et N, ce sont des entiers relatifs un peu quelconques, juste tels que M est plus petit que N. Un intervalle d'entiers Mn, noté de cette manière-là avec des doubles crochets à gauche et à droite, c'est tout simplement l'ensemble des entiers K qui sont compris au sens large entre M et N. Donc, pour écrire les choses d'une autre manière, c'est l'ensemble M, M plus 1, M plus 2, etc., jusqu'à l'avant-dernier N-1 et le dernier N. C'est l'ensemble des entiers consécutifs entre M et N. Donc, par exemple, l'intervalle d'entiers entre 2 et 6, c'est l'ensemble 2, 3, 4, 5, 6. Si maintenant on considère des AI, avec I qui est dans un intervalle d'entiers Mn, d'abord ces nombres AI, on peut les réécrire plus simplement. C'est la liste AM, AM plus 1, etc. jusqu'à AN. Et si donc ces AI, on veut les sommer, normalement cette somme, on devrait l'écrire de cette manière-là. Mais en pratique, ce n'est pas comme ça qu'on va la noter. Il existe une notation spécifique à cette situation qui est la suivante. On va écrire la somme des AI pour I allant de M à N. Et vous voyez comment on l'écrit? On écrit I égale M, la plus petite valeur de l'indice I en bas, et I égale N, la plus grande valeur de l'indice en haut. On peut aussi écrire cette somme plus simplement de cette façon-là, sans réécrire en haut le I égale. Il suffit de le mettre en bas, là, le I égale.
Donc bien comprendre que donc, ce qu'on note, la somme des AI pour i allant de m à n, c'est la somme suivante qu'on peut écrire avec des petits points am plus 1 plus am plus 2, etc. jusqu'à an. De la même manière, maintenant, ce qu'on note, le produit des AI pour i allant de m à n, eh bien, c'est exactement la même quantité, sauf que cette fois-ci, on fait des produits entre les AI. Comme je vous le disais, dans 99% des cas, c'est ce type de somme et de produit qu'on va manipuler. Prenons tout de suite un exemple concret, ça va nous permettre de nous entraîner et ça nous permettra aussi de faire des remarques. On va considérer la somme suivante, la somme pour i allant de 1 à n, alors prenons racine de i divisé par i plus n. Voilà, pourquoi pas. On va commencer par écrire cette somme avec des petits points pour voir ce qu'elle signifie. Le premier terme, étant donné que notre i va de 1 à n, c'est le terme en i égale 1. Et c'est donc mécaniquement racine de 1 divisé par 1 plus n. Ok. Ensuite, le deuxième terme, c'est le terme en i égale 2, qui vaut donc racine de 2 divisé par 2 plus n. Puis on écrit le terme en i égale 3, etc. jusqu'au dernier terme, le terme en i égale n, qui est donc racine de n divisé par n plus n, c'est-à-dire divisé par 2n. Vous voyez que d'une certaine manière, on pouvait écrire cette somme sans avoir recours au symbole sigma. Hein. On l'a sous les yeux en l'écrivant avec des petits points. Mais simplement, l'utilisation du symbole sigma nous permet d'écrire cette somme de façon plus compacte. Alors, à partir de là, il y a des remarques extrêmement importantes à faire. Et la première, écoutez bien, c'est qu'une somme sur un indice, i, ne dépend pas de i. Ça, il faut bien le comprendre. Et d'une certaine manière, la somme qu'on vient d'écrire en haut nous permet de le voir. Puisque, vous voyez qu'à gauche, on a bien écrit une somme sur i. Et pourtant, maintenant, si on regarde ce que vaut cette somme à droite ici dans cet encadré, eh bien, ça ne dépend pas de i. Regardez cette expression. Y a-t-il du i quelque part? Mais non, nulle part. Cette quantité, elle ne dépend de rien. Ou plutôt si, elle ne dépend que d'une seule variable, à la limite, qui est n. Donc, cette somme de gauche, si jamais on devait lui donner un nom qui fait transparaître de quoi elle dépend, eh bien, ce serait un nom qui fait intervenir la variable n, comme par exemple a de n. Mais en tout cas, certainement pas et surtout pas a de i. C'est contre-intuitif au départ puisque on écrit bien un i sur la feuille. Mais si on s'intéresse à la signification de ce i, il ne fait que préciser les valeurs qui vont être prises par l'indice. Donc il n'a pas vraiment d'existence propre. D'ailleurs, le nom de cet indice n'a aucune espèce d'importance. La somme sur i qu'on vient d'écrire, elle est parfaitement égale à exactement la même somme où on utiliserait un indice j, qui elle-même était égale à la même somme où on utiliserait un indice k. Peu importe en fait le nom de cet indice, ces trois sommes sont les mêmes, à savoir cette quantité qu'on a appelée an et qui ne dépend donc que de n. On dit en mathématiques que l'indice d'une somme, c'est un indice muet ou encore un indice local. Ça veut dire exactement la même chose. Ça signifie donc, comme on l'a dit, que déjà le nom de cet indice n'a aucune espèce d'importance. Ça signifie aussi que, par exemple, quand vous écrivez une somme sur i, eh bien, le i n'a d'existence qu'à l'intérieur de la somme. Et notamment, il ne faut surtout pas qu'il existe à l'extérieur. Si jamais vous avez du i à l'extérieur de la somme, ça ne va pas. Ce que vous faites n'a aucun sens. Ce n'est pas la première fois, quand on y réfléchit, que vous rencontrez des indices ou des variables qui sont muettes. On l'a vu notamment quand on écrivait la définition d'ensemble par paramétrage. Regardez, si vous regardez cet ensemble-là, les 3p plus 2, où p appartient à z, eh bien en fait cet ensemble il est complètement égal à l'ensemble des 3q plus 2, où q appartient à z. Là aussi, en fait, la seule chose qui importe, ce sont les valeurs qui sont prises par ces paramètres p et q, et pas du tout leur nom. Ils ont une existence locale dans la définition de l'ensemble. Il y a un autre exemple que vous connaissez déjà, c'est celui des intégrales. L'intégrale entre 0 et 1 de x2 moins exponentielle x dx, elle est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de t carré moins exponentielle de t dt. Là aussi, le x à gauche et le t à droite sont des variables qui sont muettes. À l'intérieur d'une intégrale sur x, ce x n'a donc de sens que dedans et ne doit surtout pas figurer à l'extérieur. S'il est à l'extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mais revenons à nos sommes, il nous reste quelques remarques à faire avant de passer au premier calcul. Première remarque, si jamais vous avez une somme de ce type-là, pour k allant de m à n, où m est strictement plus grand que n, c'est-à-dire la borne du bas est strictement plus grande que la borne du haut, eh bien ça, par convention, ça vaut 0. Regardez par exemple cette somme-là, la somme pour k allant de 0 à moins 1, dak, bah, ça vaut 0. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des sommes vides. Et oui, techniquement, si jamais vous regardez l'ensemble des entiers k qui sont compris entre m et n avec les inégalités dans ce sens-là, eh bien, il n'y en a pas, puisque m est strictement plus grand que n. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble vide. Et on sait qu'une somme sur l'ensemble vide vaut toujours 0 par convention. OK.
Enfin, dernière remarque, dans une somme, vous pouvez toujours ajouter ou enlever des termes. Regardez, prenons quelques exemples. Vous avez une somme de ce type-là, qui va de 1 à n plus 1 DAK. Et bien, vous pouvez toujours écrire que ça, c'est la somme entre 1 et n DAK, plus un terme, le terme en k égale n plus 1, qui est donc à indice n plus 1. Vous avez en quelque sorte sorti un des termes de la somme. Autre manipulation tout aussi classique, regardez, quand vous avez ce type de somme qui va de 1 à n DAK, vous pouvez très bien dire que ça, c'est la somme qui va de 0 à n DAK, mais cette fois-ci, le tout moins à 0. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez rajouté à 0 dans votre somme, donc il faut compenser en enlevant à 0. De façon générale, essayez d'avoir une vision la plus géométrique possible de vos indices. Vous voyez, imaginez que vous avez un indice K qui prend toutes ses valeurs entières entre 1 et n. Et là, sur ce petit schéma, on voit bien qu'on peut ajouter ou enlever des indices à gauche ou à droite. À partir de maintenant, dans cette vidéo, on va calculer des sommes. Le premier type de somme qu'on sait très facilement calculer, ce sont des sommes de constantes. Imaginons que n désigne un entier naturel. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une somme, mettons la somme pour k allant de 1 à n, d'une constante, mettons de 28? Eh bien, écrivons cette somme avec des petits points. Cette somme, c'est d'abord le terme en k égale 1 qui vaut 28, plus le terme en k égale 2 qui vaut aussi 28, etc., 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 jusqu'au terme en k égale n qui vaut 28. Donc on est en train de sommer 28 avec lui-même, et combien de fois? N fois. Donc le résultat de cette somme, c'est n fois 28. OK. Attention, petit piège, si jamais vous faites la somme pour k allant de 0 à n de 28, le résultat, ça n'est pas n fois 28, mais n plus 1 fois 28, puisqu'il y a un terme de plus par rapport au cas précédent, qui est le terme en k égale à 0, qui n'y était pas. Essayez de ne pas vous faire piéger, c'est vraiment un piège très classique. Et de façon générale, en fait, si jamais vous avez deux entiers m et n, avec m plus petit que n, et que vous regardez la somme pour k allant de m à n d'une constante, 28 ou une autre, peu importe, eh bien le résultat de ça, c'est pas n-m fois 28, c'est n-m plus 1 fois 28. C'est-à-dire la borne du haut moins la borne du bas plus 1. Alors pourquoi est-ce que c'est ça? Pour le comprendre, en fait, il faut faire un petit dessin. On représente nos entiers, il y a m à gauche et n à droite. Et la quantité intuitive n-m, là-dedans, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a entre n et m sur ce schéma. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas la distance. Ce qu'on veut, c'est le nombre d'entiers qui sont compris entre m et n. À ce moment-là, pourquoi c'est n-m plus 1? Eh bien, moralement, c'est parce qu'on prend les deux bornes, celle de gauche, m, et celle de droite, n. Regardez, par exemple, si jamais vous prenez un intervalle d'entiers de longueur 1, eh bien, il contient combien d'entiers? Il en contient 2. Et si vous prenez un intervalle d'entiers de longueur 2, eh bien, cette fois-ci, il contient 3 entiers, etc., etc., etc. Donc, c'est bien en n-m plus 1. Autre remarque, on dit une constante. Et là, on avait vraiment une constante universelle, 28. Mais en fait, plus exactement, c'est une constante vis-à-vis de l'indice de sommation. Regardez, imaginons qu'on prenne un z, un réel positif, x, un réel, et qu'on regarde cette somme qui a l'air compliquée, la somme pour j allant de 1 à n de exponentielle de 3x2 divisé par racine de z plus 42. On se dit, ça va être vraiment très compliqué de calculer cette somme. En fait, pas du tout. L'indice de sommation ici, c'est j, et si jamais vous regardez le nombre qui est dans le corps de la somme, eh bien, il ne dépend pas de j ici. Donc, vis-à-vis de j, c'est juste une constante. Vous êtes en train de sommer ce nombre avec lui-même, combien de fois? N fois. Donc, le résultat de ça, c'est n fois ce nombre. Essayez de prendre ce réflexe quand vous calculez une somme, de regarder tout de suite la dépendance en l'indice de sommation parce que c'est la seule chose qui compte. Deuxième somme qu'on sait calculer, c'est la somme pour k allant de 1 à n des k. Alors, qu'est-ce que c'est que cette somme? Écrivons-la. C'est la somme, tout d'abord, le terme en k égale 1 qui vaut 1, plus le terme en k égale 2 qui vaut 2, puisqu'on somme les k justement, plus le terme en k égale 3 qui vaut 3, etc., etc., jusqu'au terme en k égale n qui vaut donc n. Et là, quand on l'a écrit, on s'aperçoit qu'on connaît très bien cette somme. Il s'agit de la somme des premiers entiers naturels. On l'avait déjà calculé dans une vidéo précédente par récurrence, et on sait que cette somme, elle vaut n facteur de n plus 1 divisé par 2. Cette formule, elle est à savoir par cœur. À noter qu'elle est valable pour n'importe quel entier n appartenant à grand N, et y compris pour 0, puisque pour n égale à 0, la somme de gauche, elle vaut 0, c'est une somme vide. Et pour n égale à 0, la quantité de gauche nn plus 1 sur 2 vaut aussi 0. Donc tant mieux pour nous, cette formule est valable pour n'importe quel entier naturel n appartenant à grand N. Et cette généralité, elle va nous permettre de dire que, par exemple, si jamais vous avez un entier naturel P, et que vous regardez la somme des k pour k variant entre 1 et, mettons, 2p carré.
Eh bien, cette borne du haut, là, 2p carré, mais c'est un entier naturel, un entier comme un autre. Donc on va pouvoir lui appliquer la formule à n est égal à 2p carré. Et ça va nous donner nn plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2p carré, facteur de 2p carré plus 1, le tout divisé par 2. OK. Donc au niveau de la borne du haut, on fait absolument ce qu'on veut. En revanche, en ce qui concerne la borne du bas, là, bon, bah, il nous faut 1 pour appliquer la formule. 1 ou en fait éventuellement 0, ça marche aussi. Pourquoi? Parce que si jamais vous regardez la somme qui part de 0, eh bien, elle est égale à la somme qui part de 1 plus le terme en k égale à 0. Or, ce terme en k égale à 0, eh bien, il vaut 0. Donc vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, ça ne change strictement rien à la valeur de la somme qui va toujours valoir n plus 1 sur 2. Troisième somme que l'on sait calculer, c'est la somme des n premiers carrés, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des k au carré. Donc cette somme, c'est donc 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. jusqu'à plus n au carré. Cette somme-là, on ne l'a jamais vue et je vais vous donner le résultat. Elle vaut, attention, n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 et le tout sur 6. Voilà, chers amis, je vous le dis, cette formule, il faut la connaître par cœur. Et elle est valable pour tout n appartenant à grand N. Alors, comment la démontrer? Il y a plusieurs façons. On peut le faire par exemple par récurrence, ça marche très bien, même si on ne va pas le faire dans cette vidéo. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on verra en exercice en classe. En tout cas, admettez-le pour le moment et apprenez-moi cette formule. Petite remarque, maintenant qu'on a vu la somme des k carrés, qu'est-ce qui se passe si jamais on regarde la somme des k au cube? Eh bien, sachez qu'il existe une formule explicite qui donne la valeur de cette somme. Et c'est pareil pour la somme des k puissance 4, il existe une formule qui donne cette somme. Et pareil pour la somme des k puissance 5, etc., etc., etc. Ces formules, elles sont un peu compliquées. En fait, elles ne sont pas au programme de PCSI, mais c'est bien de savoir qu'elles existent. A l'inverse, si jamais vous regardez la somme des 1 sur k, alors il n'existe aucune formule qui donne cette somme explicitement. En fait, ça ne se calcule pas, la somme des 1 sur k. Et c'est exactement la même chose pour la somme des 1 sur k au carré. Il n'y a pas de formule explicite qui donne la valeur de cette somme. Et pareil pour la somme des 1 sur k au cube, etc., etc., etc. Voilà, c'est bien de le savoir. Quatrième type de somme qu'on sait calculer, c'est ce qu'on appelle les sommes d'une progression géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite du type q puissance k où on fait varier l'exposant, le k. Donc la somme d'une progression géométrique, c'est une somme de ce type-là, somme de q puissance k. Il y a déjà une somme de ce type-là que vous connaissez, c'est celle pour k allant de 0 à n. Puisque si on l'écrit avec des petits points, ça nous donne q puissance 0, plus q puissance 1, plus q puissance 2, etc. jusqu'à plus q puissance n. Et ça, vous avez vu en terminale que ça vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. C'est une formule qui vaut pour, attention, pas tous les q réels ou complexes, mais différents de 1, hein, puisque pour pouvoir formuler cette chose-là, il faut quand même diviser par 1 moins q. Peut-être que vous l'avez appris dans l'autre sens avec q puissance n plus 1 moins 1 divisé par q moins 1. Les deux formules sont complètement égales, hein, puisque pour passer d'une fraction à l'autre, il suffit de multiplier en haut et en bas par moins 1, ce qui ne change rien à la fraction. Alors nous, en fait, on va voir une formule plus générale qui concerne la somme des q puissance k pour k allant de m à n, c'est-à-dire les deux bornes complètement quelconques. Et je vais vous la donner tout de suite. Ça, c'est égal à q puissance m moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Alors, laissons de côté la démonstration, on verra ça après. On va d'abord s'intéresser à la formule en elle-même, puisqu'il y a un moyen un peu pratique de s'en souvenir en français. Et pour ça, il faut écrire ce que signifie cette somme, l'écrire avec des petits points. Quand on développe la somme, ça donne ça. Et vous voyez, en haut dans la formule, chacun des termes peut être interprétable. Ici, q puissance m, c'est en fait un des termes du développement, c'est le premier. Donc on peut le qualifier de premier terme écrit. Ensuite, en haut dans la formule, le deuxième au numérateur, la q puissance n plus 1. Alors ça, dans la formule, c'est un terme qu'on n'a pas écrit puisque justement on s'était arrêté à q puissance n. Donc ce serait le prochain si jamais on avait continué à écrire les puissances de q. Donc on peut le qualifier de premier terme non écrit. Du coup, notre formule, on peut l'exprimer de cette façon-là, c'est premier terme écrit moins premier terme non écrit divisé par 1 moins la raison. Voilà, cette formule-là, vous me l'apprenez par cœur. Elle est valable quels que soient les entiers m et n dans grand N, avec simplement m qu'on demande à être plus petit que n. Et même en fait, si q est non nul, elle est même valable pour des m et n qui sont négatives. Donc vous voyez, apprenez-la, il faut que ça devienne comme un mantra, quoi. Premier terme écrit moins premier terme non écrit divisé par 1 moins la raison. Alors regardez, prenons un petit exemple pour voir à quel point c'est pratique. Si jamais vous regardez la somme pour k allant de 5 à 3p plus 1 de 3 puissance k, eh bien allons-y. Premier terme écrit, là c'est 3 puissance 5, moins premier terme non écrit. Alors le dernier écrit, il est en 3p
p plus 1, donc ici le dernier non écrit c'est 3 puissance 3p plus 2, divisé par 1 moins la raison, divisé par 1 moins 3. Et voilà, c'est fini. Attention malgré tout, souvenez-vous que cette formule, pour l'écrire, on a besoin de diviser par 1 moins q, donc elle n'est valable que pour q différent de 1. Cela dit, quand q égale 1, c'est pas très compliqué, on peut aussi calculer la somme, mais pour une autre raison. On se retrouve avec la somme des 1 puissance k, mais sauf que 1 puissance k, c'est 1, et donc ça nous fait juste sommer une constante, et ça vaut n moins m plus 1. En tout cas, souvenez-vous bien que dès que vous avez une somme de ce type-là, de x puissance k, il y a deux cas, le cas où x est différent de 1, et le cas où x est égal à 1. Passons à la démonstration de la formule. On va se fixer un nombre q différent de 1, réel ou complexe, peu importe. La somme qui nous intéresse, on va lui donner un nom, on va l'appeler S de mn, puisque elle dépend de m et de n, et pas de k, comme on le disait tout à l'heure. Et puis l'objectif, c'est de démontrer que cette fameuse quantité S de mn est égale à cette quantité-là, q puissance m moins q puissance n plus 1, le tout divisé par 1 moins q. Alors là, arrêtons-nous une seconde parce que c'est une excellente occasion de parler un peu de stratégie mathématique pour faire une démonstration. Mettons-nous d'abord au brouillon. Il y a une première façon d'aborder la question qui serait de regarder cette quantité, S de mn, de l'écrire, mettons, avec des petits points, cette somme-là, et puis ensuite d'espérer faire des opérations algébriques, calculatoires, jusqu'à obtenir ce résultat, q puissance m moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Ce genre de stratégie, elle va être particulièrement difficile puisque qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer comme manipulation algébrique pour passer d'une part à gauche d'une somme de termes, à d'autre part à droite un quotient avec notamment cette division par 1 moins q. On ne voit pas vraiment comment faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est particulièrement astucieux. À la place de ça, ce qu'il vaut mieux faire, c'est s'intéresser à la phrase qu'on souhaite démontrer et essayer de la reformuler pour la rendre plus simple à démontrer. Et il y a notamment une première manipulation qui saute aux yeux pour simplifier cette phrase, c'est de faire passer le 1 moins q de l'autre côté pour se débarrasser du quotient. Ça va donner cette chose-là, voilà, cette phrase-là, qui ne fait plus intervenir de division. Et vous remarquez que cette phrase, elle est tout à fait équivalente à la première. On peut d'ailleurs continuer un peu la simplification en remarquant qu'à gauche, on peut développer. Ça nous donne S de mn moins q fois S de mn. Et donc, on veut démontrer que cette chose-là est égale à q puissance m moins q puissance n plus 1. Vous voyez qu'avoir reformulé l'égalité que l'on veut démontrer nous permet ici d'avoir une nouvelle stratégie beaucoup plus crédible, qui est de regarder d'une part la somme S de mn, d'écrire ce qu'elle vaut, d'autre part la quantité q fois S de mn, pareil, on écrit ce qu'elle vaut, ensuite de faire la première moins la deuxième, et normalement, si tout se passe bien, ça devrait simplifier et on devrait obtenir q puissance m moins q puissance n plus 1. Et vous voyez que ça ne va pas être très compliqué comme démonstration. Regardez, faisons-le. Donc première somme, comme on a dit, S de mn, on écrit ce qu'elle signifie, on l'avait déjà vu, c'est cette somme-là. Ensuite, deuxième quantité, c'est q fois S de mn. Vis-à-vis de la précédente, il faut tout multiplier par q, donc par distributivité, on peut multiplier par q chacun des termes de la somme. Donc le q puissance m précédent, il devient q puissance m plus 1. Ensuite, le suivant, c'est q puissance m plus 2, etc. etc., etc. L'avant-dernier, ça donne q puissance n moins 1 fois q, donc q puissance n. Et enfin, le dernier, plus q puissance n plus 1. OK. Maintenant, souvenez-vous, il faut regarder la première quantité moins la deuxième. Et quand on regarde ces deux quantités dans les yeux, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de simplifications. Par exemple, ce q puissance m plus 1, il va se simplifier avec lui. Ensuite, le suivant, ça va être q puissance m plus 2, il se simplifie avec lui. Ensuite, l'avant-dernier, q puissance n-1, il se simplifie avec lui, qui va bien être q puissance n-1. Et enfin, le dernier, q puissance n, lui aussi, il se simplifie. Donc finalement, quand on fait celle du haut moins celle du bas, on s'aperçoit qu'il n'y a que deux termes qui sont ces deux termes-là. Donc, on a gagné. La quantité qui nous intéresse, elle vaut donc q puissance m moins q puissance n plus 1. C'est bon. De là, il suffit de redéplier ce qu'on a fait dans le brouillon. À gauche, on refait la factorisation. À droite, ça n'a pas changé. Et puis maintenant, cette quantité-là, 1 moins q, comme on sait qu'elle est non nulle, étant donné que q a été supposé différent de 1, oui, c'est là que c'est important d'avoir q différent de 1, eh bien on peut diviser par cette quantité pour isoler S de mn et obtenir notre résultat final, cette formule. Formule qui, je vous le rappelle, est vraiment à connaître par cœur. Premier terme écrit moins premier terme non écrit divisé par 1 moins la raison.